Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers la plateforme Zoom et le Facebook Live. Chaque session est à retrouver ensuite en replay sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure de temps, le temps d'aborder un thème en lien avec cette période de confinement et avec la santé sexuelle. Je suis Grace Takash, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat en vous adressant à animatrice ou en commentaire sur le Facebook Live. Vos questions sont bien évidemment anonymes, donc soyez nombreux et n'hésitez pas à participer. Comme vous le savez maintenant, cette chaire UNESCO s'appelle Santé sexuelle et droits humains. En effet, nous estimons ici que la santé sexuelle et le respect de celle-ci pour toutes et tous, dans les meilleures conditions, sont liés du fait aux droits humains fondamentaux. Donc, quand au cours de nos webinaires, nous parlons de questions de santé sexuelle, de sexualité, d'éducation relationnelle et affective, nous devons aussi aborder fondamentalement et directement les droits humains. C'est dans cette logique que nous vous proposons aujourd'hui d'aborder l'état d'urgence sanitaire qui va de pair avec le confinement. En effet, cet état d'urgence sanitaire qui a été mis en œuvre dans le but de nous protéger contre l'épidémie de Covid-19 restreint les libertés. Les conséquences se répercutent dans tout le système de santé et vont parfois à l'encontre de nos droits humains élémentaires. Nous parlons aujourd'hui, par exemple, des conséquences du confinement sur l'accès à l'information et à la prévention en matière de santé et donc de santé sexuelle et l'accès aux soins, notamment s'agissant de la contraception, mais également de l'IVG. Qui constitue un droit fondamental acquis depuis la célèbre loi Veil de 1975. Quelles difficultés rencontrent les personnes pour avoir accès à des contraceptifs et à un dépistage d'IST ou encore à l'avortement? Les droits à la santé sont-ils préservés quand une grande partie des services hospitaliers sont fermés car réservés aux patients atteints de Covid-19? Pour répondre à toutes ces questions fondamentales dans un état de droit, nous accueillons aujourd'hui Maître Ingrid Géret, avocate et membre du comité exécutif de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce webinaire sur les droits sexuels. Nous aussi, Ingrid. Donc, Ingrid, pour commencer, pour introduire nos développements sur les droits sexuels en période de confinement, pouvez-vous justement nous expliquer en quoi consiste l'état d'urgence sanitaire dans une politique de santé publique? Oui, nous allons revenir sur quelques notions brièvement de définition de l'état d'urgence pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'il se passe et pourquoi. Donc, c'est un régime juridique qui offre à l'autorité administrative, en l'espèce le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements, des prérogatives spéciales rendues nécessaires par des circonstances exceptionnelles, les circonstances exceptionnelles en cas d'espèce dans notre situation actuelle étant celle de la circulation du virus Covid-19. Cet état d'urgence sanitaire, il est prévu par la loi et c'est une mesure exceptionnelle qui peut être décidée par le Conseil des ministres en cas de péril imminent. Alors, en cas d'atteinte grave à l'ordre public et en cas de calamité publique, catastrophe naturelle notamment, d'ampleur exceptionnelle. Il permet, vous l'avez pu le comprendre, de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques et individuelles. Et à l'origine, c'était pour des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité publique. La durée initiale de cet état d'urgence prévu par la loi est de 12 jours et sa prolongation ensuite doit être autorisée par le Parlement par le vote d'une loi. C'est d'ailleurs d'actualité puisque le vote de la loi de prolongation est en cours actuellement de discussion. Elle vient de passer devant le Sénat. Donc l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire. Et le dernier état d'urgence avant celle de cette crise sanitaire, cet état d'urgence date de 2015. Il s'est étendu sur une période de 2 ans, de novembre 2015 à octobre 2017, dans le cadre des attentats sur le terrorisme. Alors, cette loi a duré 2 ans
à cette occasion-là. Il faut savoir quand même que les dispositifs qui restreignaient les libertés qui avaient été pris à l'occasion de cet état d'urgence, et bien pour la plupart, ces dispositifs ont été intégrés par la suite dans une loi. C'est-à-dire que finalement, ces dispositifs qui étaient exceptionnels, qui ont été décidés dans une situation de crise, d'attentat, eh bien, elles ont été intégrées dans le droit commun. C'est notamment des contrôles, des perquisitions administratives, des assignations individuelles à domicile et des fermetures de lieux de culte. Donc on voit qu'il y a, et on y reviendra, un risque de voir s'intégrer des mesures exceptionnelles dans le droit commun et que du coup, eh bien, ces mesures, eh bien, elles perdurent dans le temps. Et donc, bien évidemment que c'est une première historique en France. Oui, effectivement, dans l'hypothèse d'une crise sanitaire, c'est la première fois. Là, elle a été adoptée, elle est pour l'instant prolongée jusqu'au 10 ou au 24 juillet, on ne le sait pas encore, et elle permet effectivement au ministre d'ordonner des restrictions de liberté aux fins de garantir, vous l'avez compris, la santé publique, mais dans des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Vous avez vu aussi qu'il permet bien évidemment au ministre de la Santé et au préfet de prendre des mesures individuelles nécessaires à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre. C'est des mesures nominatives de restriction de liberté, comme par exemple l'assignation à résidence, qui vont être mises en place aussi dans le cadre de la prolongation de la loi qui est en train d'être votée. Et parlant d'intégration, comment cette loi s'intègre dans la politique de santé publique? Eh bien, ça paraît effectivement, cette loi fait écho au pouvoir de police de santé publique, qui est destiné à protéger la sécurité, la salubrité publique, avec à l'origine des réglementations qui avaient pour objet d'empêcher la propagation des maladies contagieuses par le passé, comme la lèpre, la peste, la variole ou encore les grippes, ou lutter contre l'insalubrité en général. Ça nous fait penser, on en a beaucoup, il y a eu beaucoup de débats sur le confinement par rapport, ça a pu être traité de mesures moyenâgeuses parce qu'effectivement, dans des temps reculés, on avait recours à la contrainte et au confinement dans l'idée d'assurer la protection collective de la santé des personnes. Mais c'est vrai que ces mesures de contrainte, eh bien, elles n'étaient plus dans l'actualité des politiques de santé publique, parce qu'on avait plutôt des politiques de santé publique qui étaient là pour protéger et permettre l'accès au plus grand nombre à l'information, à l'éducation, à la santé ou encore à l'accès aux soins. Et là, on voit qu'avec les mesures de confinement, eh bien, on a mis à contribution la population et finalement, la politique quelque peu s'inverse puisque c'est l'individu qui, par son comportement, qui devient comptable de sa santé envers la collectivité, puisqu'il a l'obligation de se confiner ou encore de respecter des gestes barrières pour ne pas contaminer la collectivité. Et dans ce cadre-là, justement, on pose la question, quels sont les impacts de la loi d'urgence sanitaire sur notre santé sexuelle? Est-ce que les droits sexuels sont vraiment préservés? C'est vrai que cette question est importante et elle est intéressante. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, avec la restriction des libertés, notamment la liberté d'aller et venir, avec des motifs restreints de sortie, des mises en quarantaine ou des maintiens en isolement, et parallèlement à la fermeture des établissements recevant le public, eh bien, ces mesures ont bien évidemment un impact sur l'accès à l'information, aux services de prévention en matière de santé sexuelle, mais aussi un impact s'agissant de l'accès aux soins. S'agissant par exemple de l'information et de la prévention, eh bien, les associations ou encore les plannings familiaux sont fermés, ainsi que certains des CEGID qui sont situés au sein des établissements hospitaliers. Fort heureusement, il existe des permanences téléphoniques, même permanences physiques. Le planning familial organise des permanences téléphoniques, outre un numéro vert, pour pouvoir répondre aux questions les plus urgentes sur la sexualité, l'IVG et la contraception. Aide a mis en place également un service d'appel, mais également des permanences physiques pour distribuer du matériel de réduction des risques. Et bien également, heureusement, il y a des initiatives locales, comme par exemple le Corévi PACAS qui a annoncé
le lancement d'un service gratuit pour envoyer des autotests à domicile, par exemple. Mhm. Ingrid, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais aussi aujourd'hui, on a une autre intervenante qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, outre nos webinaires, la chaire UNESCO, santé sexuelle et droits humains, est aussi mobilisée dans une politique d'information relative aux droits humains en lien avec la sexualité auprès des jeunes via la plateforme Instagram. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Georgina Lepoul. Donc, pas en tant qu'animatrice, mais en tant qu'étudiante en santé publique à l'école des hautes études en santé publique et qui est aussi responsable de notre page Instagram My Sex, My Rights. Bonjour, Georgina. Bonjour Grace, bonjour Maître Géret. Je suis contente d'être ici aujourd'hui, non pas en tant qu'animatrice, mais donc pour vous parler de My Sex, My Rights. Ouais. Donc My Sex, My Rights, c'est une page Instagram, donc le réseau social, qui a été créée par la chaire Santé sexuelle et droits humains en novembre 2019. Parce qu'on est parti d'un constat alarmant, c'est qu'il y a un réel manque de connaissances des droits sexuels, ce qui engendre des violences, des abus, des harcèlements et diverses discriminations. De plus, les indicateurs de santé publique concernant la santé sexuelle ne sont pas au top. Les jeunes sont encore largement touchés par les IST. Il y a toujours un nombre stable de contamination par le VIH chaque année. Le nombre de grossesses non prévues et aussi le nombre d'IVG reste stable. Et indéniablement, on constate qu'il y a encore et toujours des violences sexuelles qui sont présentes. D'autre part, une des cibles prioritaires de la chaire étant les jeunes de moins de 30 ans, il nous paraissait important de trouver un moyen de communiquer sur les droits sexuels d'une manière qui pourra parler à cette cible. Donc, pas forcément comme on fait de l'éducation sexuelle à l'école ou à travers les sites gérés par des institutions, mais quelque chose de plus dynamique, peut-être avec lesquels on peut interagir pour que l'information soit la plus accessible possible. Donc, c'est logiquement qu'on s'est tourné vers les réseaux sociaux et qu'on a choisi Instagram, puisque c'est un des réseaux les plus utilisés par la population jeune de moins de 30 ans. Comme tu le montrais, Grace, à l'instant, c'est un réseau qui est basé sur le partage de visuels. À la base, c'était fait pour partager des photos, donc pas des textes très longs. Donc, ça nous oblige, nous, à réfléchir à une manière de communiquer qui est succincte et efficace et d'aller droit au but. Et on se base sur des témoignages d'une part, et d'autre part, on s'associe avec des artistes qui nous laissent utiliser des illustrations pour pouvoir aborder tout type de thématiques, toujours en lien avec les droits sexuels. Donc, on va parler, par exemple, on va parler de l'avortement, on va parler du périnée, on va parler de les différences anatomiques entre le pénis et le clitoris qui sont finalement pas si éloignées. Et on va pouvoir parler de toutes ces choses-là et de manière très interactive. Mm-hmm. Voilà. Merci Georgina. Pour revenir un peu aux CEGID et plannings familiaux, est-ce que ces CEGID et plannings familiaux ne sont pas que des lieux pour obtenir des informations, mais aussi ils sont pas des lieux pour obtenir des informations, mais aussi où on peut parfois faire un dépistage ou se voir prescrire une contraception. Ingrid, la question est à vous. Comment avoir accès à la contraception actuellement? Alors, vous l'avez souligné et on a un petit peu abordé tout à l'heure, vous l'aurez compris, l'accès à la contraception, elle est rendue plus difficile puisque la liberté d'aller et venir est contrôlée. Même s'il est possible de sortir pour avoir une consultation médicale, encore faut-il être en mesure d'obtenir un rendez-vous. Et la question se pose surtout pour les mineurs également, dont les parents sont le plus souvent en permanence à la maison et qui vont contrôler plus strictement les sorties, et les mineurs n'auront pas forcément envie de donner la raison de leur sortie. Il faut préciser quand même par ailleurs aux auditeurs qu'il est possible d'obtenir la délivrance de la pilule même avec une ordonnance périmée. Par contre, en ces temps, il est quand même compliqué, difficile d'obtenir des préservatifs gratuits, étant donné que les centres de planning familial, la plupart des CEGID sont fermés.
que les infirmeries scolaires sont également fermées. Et nous rappellerons que d'ailleurs, seuls les préservatifs masculins font l'objet d'une prise en charge depuis décembre 2018, mais seulement sur prescription médicale. Donc quand même une difficulté importante pour pouvoir se procurer des préservatifs gratuits, préservatifs masculins ou encore préservatifs féminins. Et Georgina, toi, la question, est-ce que sur la page Instagram, on tombe sur des posts traitant de ce genre de sujet? Bah oui, évidemment, c'est le genre de sujet qu'on a abordé. Tu peux peut-être montrer, on a fait notamment un post sur le dépistage en temps de confinement pour rappeler que la santé sexuelle, ça fait partie de la santé de manière générale et globale et qu'il ne faut surtout pas la mettre de côté et qu'en cas de suspicion ou si on s'inquiète, donc c'est sur le PowerPoint après, si on s'inquiète, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. Il y a des téléconsultations qui sont possibles et donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru important de rappeler parce que même en cas de confinement, on a accès à des soins et il ne faut surtout pas s'en priver parce que ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose dont on a parlé sur le Instagram parce qu'on a vu qu'il y avait aussi pas mal de questions qui se posaient, notamment, comme disait Maître Géret, sur la limitation des déplacements. Donc dire aux gens que oui, il y a une limitation des déplacements, mais pas pour tout, et que la santé sexuelle, c'est important et il faut pas hésiter si on s'inquiète à ce niveau-là. Et ça nous a permis aussi d'aborder des sujets, si tu veux passer à la prochaine slide, d'aborder plus en détail au niveau de la contraception. Par exemple, on a fait un post sur le stérilet, parce que du coup, le but de My Sex, My Right, c'est aussi de passer des informations qui sont précises, pas juste, il existe la contraception, parce qu'en effet, souvent, on s'arrête à la pilule et au préservatif masculin, alors qu'il existe plein d'autres choses. Et on a des droits concernant notre santé sexuelle, mais pour appliquer ces droits, il faut avoir un regard éclairé et avoir donc des informations sur ce qui est possible ou pas. Et c'est quelque chose qu'on avait remarqué, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans mes conversations avec mon entourage, c'est que les gens ne sont pas toujours au courant de toutes les possibilités qu'il existe, ou alors qu'ils ont le droit d'y accéder. On pense que le stérilet, c'est que pour les femmes qui ont eu des enfants ou des choses comme ça. Et donc, c'est aussi notre rôle de rappeler que non, c'est accessible et on y a le droit. Et on va aussi pas tarder à faire un post sur les contraceptions masculines, parce que c'est aussi quelque chose dont on doit parler et que donc, la priorité de la chaire, c'est les jeunes, une des priorités, c'est les jeunes de moins de 30 ans, les hommes aussi, et que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, hommes et femmes, la contraception, et que le meilleur moyen pour partager le poids que représente la contraception, c'est d'informer tout le monde sur toutes les contraceptions possibles. Merci Georgina. Pour revenir un peu à vous, Ingrid, si c'est déjà compliqué d'avoir accès à la contraception, donc qu'en est-il justement de l'IVG, sachant que l'IVG ne pouvant pas attendre la fin du confinement, parfois des mesures spécifiques ont-elles été mises en place à ce sujet-là? Oui, Grace, effectivement, un certain nombre d'hôpitaux ne répondent plus au téléphone. Des créneaux horaires permettant de pratiquer des IVG chirurgicales ont été supprimés dans des blocs opératoires. Les services des hôpitaux ont été mis à la disposition et réservés pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de malades du Covid-19. Il existe ainsi un vrai risque de dépassement du délai légal pour avorter. Donc, il y a eu une mobilisation quand même nationale sur le sujet, notamment le Collège national des gynécologues et obstétriciens français qui a publié une liste de recommandations à la mi-mars, parmi lesquelles, bien évidemment, la nécessité du maintien des consultations pour demande d'IVG, le groupement des soins dans une unité de temps et de lieu pour faciliter les démarches avec consultation gynécologique, anesthésiste, prélèvement biologique, échographie de datation, ou encore les possibilités d'un dépistage de patients possible par quelques questions et prise de température avant de pénétrer dans le service, parce qu'il y a un problème de disponibilité d'accès à l'hôpital, mais aussi la peur de la personne de se rendre dans un établissement de santé, de peur de contracter le virus. Il y a eu une mobilisation également politique et des associations
pour la mise en place et le vote d'un amendement au projet de loi d'urgence Covid-19 qui prévoyait l'extension à 14 semaines du délai légal au lieu de 12 pour l'IVG chirurgicale, ainsi que la suppression de l'exigence de la deuxième consultation pour les mineurs, et tout cela jusqu'au 31 juillet 2020. Mais cet amendement a été malheureusement rejeté. Alors, la disposition quand même importante, c'est qu'il y a un arrêté qui a été pris le 14 avril 2020 et qui allonge le délai d'accès à l'IVG médicamenteuse à domicile. Et ce délai a été allongé de 2 semaines, passant de 5 à 7 semaines de grossesse. Il convient également quand même de rappeler que les médecins en ville et les sages-femmes conventionnées avec un établissement de santé sont habilités à réaliser ces IVG médicamenteuses sans passer bien évidemment par l'hôpital. Alors dans cet arrêté, il y a des aménagements qui ont été mis en place qui précisent bien évidemment que fort heureusement les consultations obligatoires d'IVG peuvent se faire par téléconsultation. Mais il y a quand même des zones d'ombre parce qu'on ne sait pas comment la confirmation écrite de la femme pour l'avortement est obtenue, ni comment la proposition de soutien et d'écoute peut être envisagée selon les conditions qui sont normalement prévues par la loi. Alors de plus, les produits de l'IVG peuvent être trouvés et peuvent être fournis directement en officine, alors qu'habituellement elles sont délivrées par le médecin et la sage-femme. Par contre, pour accéder à ce protocole, eh bien, la femme doit se trouver à moins d'1 heure d'un établissement de santé référent auquel elle pourra s'adresser en cas de complications, notamment en cas d'hémorragie. Et il est quand même préconisé qu'elle ne soit pas seule à domicile compte tenu des douleurs et des risques importants. Donc on voit bien évidemment que ces mesures ne sont pas pleinement satisfaisantes et qu'elles peuvent laisser de côté un certain nombre de personnes qui n'oseront pas ou qui ne pourront pas faire ces démarches. Enfin, il a été annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a indiqué que les procédures, mais je n'ai pas pu vérifier l'information, c'est simplement un courrier qui a été adressé par celui-ci à plusieurs associations et parlementaires. Il a indiqué, Olivier Véran, que des procédures d'avortement chirurgical pourraient être pratiquées au-delà du délai légal de 12 semaines de grossesse, à condition que les médecins invoquent le motif de détresse psychologique pour les femmes souhaitant interrompre leur grossesse. Vous l'avez compris, là, l'appréciation est renvoyée au médecin avec le risque que celui-ci ne souhaite pas prendre le risque de se mettre hors la loi. Donc, des difficultés quand même très importantes malgré ces mesures d'aménagement qui sont jugées d'ailleurs par les associations pas suffisantes. Et dans la continuité tout à fait de cette question, est-ce qu'il y a un risque de remise en question périn du droit à l'avortement? Parce que maintenant, on pense de plus en plus au déconfinement. Donc, autrement dit, les pouvoirs étant concentrés sur l'exécutif en France ou dans d'autres pays actuellement, cela ne constitue-t-il pas un risque de voir justement reculer la démocratie et donc les droits sexuels? Alors, s'agissant de l'avortement en France, fort heureusement non, hein, ce sont des acquis et là ce sont des mesures d'aménagement et a priori il n'y a pas de raison qu'il y ait un recul des droits, bien au contraire, puisqu'ils ont été aménagés même s'ils n'ont pas été améliorés. Il y a eu quelques aménagements même s'ils ne sont pas suffisants. Par contre, on peut effectivement penser par exemple à la Pologne qui dans le contexte de crise sanitaire empêchant les activistes de manifester, a tenté de faire adopter des lois limitant l'accès à l'avortement et à l'éducation sexuelle. C'est précisément ce Parlement polonais devait examiner le 16 avril dernier une interdiction totale d'avortement en cas de grave déformation de l'embryon ou encore la criminalisation de l'éducation sexuelle avant 18 ans. Donc c'est vrai que dans certains pays où les droits sexuels sont déjà en danger et où ils ont déjà des difficultés à s'appliquer et à être respectés, il est bien évident que les mesures d'urgence sanitaire et les mesures de confinement et toutes les mesures qui ont pu être prises dans les autres pays, qui sont plus ou moins similaires à ce qui a été mis en place en France, eh bien, peuvent laisser craindre effectivement
un recul des droits sexuels Mhm. et des droits humains en général. Ouais, et est-ce que, Georgina, à ce niveau-là, la question du maintien à l'accès à l'avortement a été justement évoquée dans vos posts sur la page Instagram? Oui, bah oui, oui, évidemment, parce que c'est une question qui s'est beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Donc nous, il nous a semblé important de faire un post dessus récemment parce que, comme l'a dit Maître Gérard, la situation a aussi évolué au cours du confinement. Et d'une part, c'est quelque chose d'avoir le droit, mais il faut avoir l'information aussi. Il faut savoir on a ces droits-là, on a la possibilité de toujours avoir recours à l'avortement parce que l'avortement, c'est quelque chose, ça ne peut pas attendre la fin du confinement, donc dans la plupart des cas. Et il faut pas parce qu'on sait qu'il y a des blocs chirurgicaux qui ont fermé, mais il y a aussi la peur des femmes à aller dans des centres hospitaliers qui sont pour l'instant pas l'endroit où on veut passer du temps, quoi. Et donc, c'est important de savoir que c'est des droits qui sont maintenus, qu'il y a toujours accès. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est quelque chose dont on a parlé avec donc, la campagne Avorter, c'est un droit fondamental. C'est une campagne du planning familial avec qui on a été en contact pour préparer ça et qui nous ont aussi rappelé que ces 15 dernières années, il y a plus de 130 centres IVG qui ont fermé. Et ce qui pose aussi beaucoup de questions dans les droits, l'accessibilité, parce on parle d'accessibilité à l'IVG, mais il y a l'accessibilité légale, législative, mais il y a aussi le physique. Et quand on habite en race campagne, en particulier pendant le confinement, c'est très très compliqué, quoi. Et le fait d'avoir allongé l'accès à l'avortement médicamenteux, c'est possible, mais c'est possible que quand on n'est pas trop loin d'un centre hospitalier. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc, ça n'englobe pas les droits de toutes les femmes. Et ça pose question. Et c'est aussi pour ça qu'on a parlé de la contraception d'urgence et du fait que le stérilet en cuivre pouvait, dans certains cas, être une contraception d'urgence et une très bonne solution parce que c'est une solution sur le long terme aussi, contrairement à une pilule du lendemain, parce que ça procure une contraception du coup pendant 5-7 ans après sa pause, quoi. Donc, c'est des choses qu'on rappelle sur la page et qu'on encourage à faire circuler comme information. Mhm, mhm. Et on voit donc que la manière dont est gérée la situation d'état d'urgence sanitaire pose plein de questions. Donc, en effet, comment se confier, demander de l'aide et pouvoir avorter anonymement quand on est confié, par exemple, avec un conjoint qui est violent ou si on est mineur ou si on est avec des parents qui sont ignorants que nous sommes, que les filles sont, que nous sommes enceintes ou qui pourrait nous empêcher d'avorter ou qui pourrait violenter pour une mauvaise conduite, justement. Donc, comment les mineurs aussi peuvent-elles avoir accès à l'IVG qui est anonyme et gratuite alors qu'elles ne peuvent plus sortir sans attestation ni raison valable? Encore une question, peut-être comment se rendre à l'étranger, parce qu'il y a des gens qui se rendent à l'étranger, notamment par exemple en Hollande ou en Espagne, par ses propres moyens et qu'il est rendu très difficile de passer les frontières en ces moments-là. Beaucoup sont refoulés par la police qui estime injustifier leur attestation pour raisons médicales. Et justement, là, je vous pose la question, Georgina, concernant les dérives à ce niveau. On en a beaucoup parlé. Il me semble aussi qu'il y a des verbalisations qui peuvent parfois être totalement injustifiées. Et en défilant sur votre page My Sex, My Rights, il y a un post qui a mis en avant ces dérives. Oui, Pouvons-nous tout à en parler fait. un peu? Donc, nous, on a abordé la question des amendes qui ont été des contraventions qu'ont reçues certaines femmes parce qu'elles étaient sorties acheter des protections hygiéniques. Et clairement, là, on peut parler de dérive. C'est une discrimination qui est basée sur les besoins féminins et c'est pas acceptable. Et c'est quelque chose pourtant d'encore très, très récurrent. Ça fait que récemment que les protections hygiéniques ne sont plus taxées comme des produits de luxe, alors qu'on voit, on en parle
dans notre poste que de l'autre côté de la Manche, en Écosse, les protections hygiéniques vont être rendues gratuites et mises à disposition dans certains lieux accessibles parce que justement, c'est considéré comme un besoin fondamental chez les femmes. Et du coup, c'est des questions, ça pose largement question et c'est pas... c'est une dérive qui est inquiétante. Et donc, mais ça nous a permis à nous d'aborder ce sujet-là et d'aborder le sujet des menstruations de manière plus générale et de faire des posts, encore une fois, sur le sexe pendant les règles, par exemple, en demandant l'avis des gens, en créant un sondage. Ça a créé pas mal d'interactions et rappeler que ça comporte... que c'est pas sale, que c'est naturel, etc. Ça, c'est des choses qu'on a pu aborder. Et ensuite, on a pu aborder la question des différentes protections hygiéniques qui existent. Parce qu'encore une fois, l'information est clé dans le sujet de la sexualité et de la santé sexuelle. Avant de passer à une autre question, Ingrid, une question qui vient de nos auditeurs. On nous pose la question, qu'en est-il de la clause de conscience pendant le confinement pour les médecins? Et ça, c'est concernant les avortements. Oui, bah écoutez, je pense qu'il n'y a il y a rien de particulier qui est prévu sur ce sujet-là pendant le confinement, mais c'est vrai que ça interroge aussi encore un peu plus, mais je pense qu'il faut respecter la clause de conscience des médecins, même pendant cette période de confinement, même s'il y a un accès plus difficile. Je pense pas que c'est toujours qu'est-ce qu'on met en balance, c'est toujours la difficulté de mettre en balance différents droits, lequel on va privilégier. Là, il y a l'accès pour la femme qui veut accéder à l'IVG, son droit à la santé, le droit d'accès à des soins. Ce n'est pas le droit d'être en bonne santé, mais c'est de pouvoir accéder au traitement et aux soins adéquats. Et puis, de l'autre côté, respecter aussi la clause de conscience du médecin. Donc, après, il y a une balance entre les deux, mais là, pour le coup, il n'y a pas de disposition particulière. Et je pense qu'il faut de toute façon quand même respecter cette clause de conscience, même pendant le confinement, d'un point de vue légal. Après, d'un point de vue moral, c'est une autre question. Une autre question, on sait, on en parle déjà au cours des webinaires et on en a beaucoup parlé, que le confinement peut amener à une augmentation de violences interfamiliales. Donc, d'un point de vue plutôt juridique, je dirais, quelles mesures ont été prises pour venir en aide et protéger les victimes? C'est vrai que la fermeture des associations, des cabinets d'avocats, des services sociaux et surtout également des tribunaux constitue un recul des droits des victimes. Alors des mesures ont été mises en place pour se protéger les enfants, faire valoir ses droits lorsqu'on est isolé et que les interlocuteurs de prise en charge habituels des défenses des victimes ne peuvent pas les recevoir. Il y a une ordonnance qui a été, dans ce contexte prévu, mise en place le 25 mars 2020 et qui a prévu une adaptation des règles procédurales applicables aux audiences en ordonnance de protection pour que ces audiences puissent se faire en visioconférence. Vous l'avez compris, les tribunaux sont fermés. C'est uniquement les audiences pénales qui mettent en jeu la détention des personnes, la liberté des personnes qui sont maintenues et les mesures extrêmement urgentes. Bien évidemment, la protection des victimes de violences en fait partie et donc il y a des mesures particulières qui ont été mises en place pour permettre aux personnes violentées de pouvoir saisir quand même le juge et obtenir cette ordonnance de protection. Alors vous allez me demander qu'est-ce qu'une ordonnance de protection, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'une ordonnance de protection. Eh bien, c'est une mesure qui peut être demandée en extrême urgence au magistrat pour ordonner la résidence séparée du couple et qui fixe aussi notamment les modalités de prise en charge des frais concernant ce logement. Vous l'avez compris, c'est pour permettre à la personne violentée de conserver le logement commun et, on va dire, d'éloigner le partenaire ou le conjoint violent. Voilà. Avec la plupart du temps des mesures accessoires et complémentaires pour interdire
au partenaire ou au conjoint violent d'entrer en relation avec son ex, de porter une arme. Enfin voilà, il y a plus un certain nombre de mesures accessoires, mais globalement, ce sont ces mesures qui peuvent être prises et qui permettent de séparer physiquement et de protéger la victime de violence. On a vu aussi se mettre en place une forte mobilisation quand même des avocats pour l'assistance des victimes de violences intrafamiliales, avec une plateforme qui a été mise en place par le Conseil national des barreaux à destination des professionnels, mais aussi une plateforme d'écoute pour les victimes, avec une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ces avocats du Conseil national des barreaux sont bien évidemment spécialisés en la matière et orientent ensuite sur des avocats au niveau local pour pouvoir assister ces victimes. Et il y a eu aussi également la mise en place d'une plateforme d'éviction pour les conjoints et partenaires violents, qui ont été mis en place depuis le 6 avril et qui permet l'émargement d'urgence des personnes à l'encontre desquelles une mesure d'éviction a été prononcée pour qu'elles ne se retrouvent pas, bien évidemment, à la rue. À noter aussi, parce qu'elles sont extrêmement présentes, c'est l'implication de toutes les associations pour la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, que ce soit des violences à l'encontre des femmes ou des enfants, avec un centre d'appel à 3919 ou encore pour l'enfance en danger, le 119 qui fonctionne bien évidemment énormément, puisque comme vous avez pu le voir dans toutes les informations qui nous sont fournies, il y a eu une augmentation dans un premier temps, une baisse bien évidemment forcément des dépôts de plaintes, etc. Mais dans un second temps, on a vu une explosion des signalements de violences auprès des associations et des centres d'appel. Pour revenir un peu au sujet des verbalisations, on a aussi reçu une question d'un de nos auditeurs. La question est: y a-t-il aujourd'hui des moyens de recours pour les cas de verbalisation ou autres cités précédemment, par exemple? Alors, c'est-à-dire Ça veut dire des moyens de recours pour les cas de verbalisation ou ça autre. veut dire, Si jamais on n'est pas d'accord avec les verbalisations qui ont été faites. on étoffe la question en disant: est-ce qu'il y a des discussions ou des démarches engagées avec l'État pour s'aligner avec d'autres pays comme l'Écosse, par exemple, et permettre plus de liberté fondamentale aux femmes durant les états d'urgence? Alors, des moyens de recours pour qu'il y ait plus d'accès aux femmes. Pour l'instant, c'est vraiment les premières mesures qui ont été prises. Je pense que l'inquiétude, elle est surtout de savoir si, sur ces quelques mesures qui sont certes limitées, mais quand même importantes et prises dans l'urgence, c'est de savoir surtout comment elles vont s'appliquer dans le temps. Parce que l'inquiétude, c'est aussi, il y a eu ce temps de confinement avec bien évidemment une exacerbation des violences du fait de la promiscuité et d'être enfermé souvent avec son partenaire ou sa partenaire violente. Et c'est comment ça va se passer, parce qu'on l'a bien compris, même si on va être, le confinement strict va prendre fin, il va falloir continuer à vivre comme on l'était en temps de confinement. Donc, l'inquiétude, c'est que toutes ces mesures sont des mesures qui ont été prises de manière provisoire pour améliorer les droits des victimes. Donc, comment ils vont être aménagés dans l'avenir pour perdurer et s'améliorer et s'adapter, bien évidemment, à l'évolution de notre vie avec le virus du Covid-19. C'est tout l'enjeu de cette sortie aussi de déconfinement. Ouais, alors finalement, il semble que les droits sexuels et les droits humains en général sont en danger compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce vrai, Ingrid? Oui, effectivement, Race, les droits humains en général sont impactés et cela va s'installer dans le temps. La fermeture des lieux d'accueil du public entrave la liberté d'entreprendre. L'interdiction d'organiser et d'assister à des mariages ou à des enterrements et les réunions de famille, l'impossibilité de rencontrer ses proches constituent autant d'atteintes à la vie privée et familiale.
Dans l'avenir, le suivi des malades et des contacts via les applications qui sont préconisées par l'État, ainsi que le risque de devoir solliciter à terme des certificats d'immunité pour rentrer dans tel et tel endroit, ou bien encore pour voyager, portent atteinte à la vie privée et bien évidemment également au secret médical. Les régimes de mise en quarantaine, de placement à l'isolement pour les malades vont à l'encontre de leur liberté la plus élémentaire, également bien évidemment à la liberté d'aller à venir, mais également au droit de travailler et constituent également une atteinte à leur vie privée et familiale. Mais encore, les juridictions, comme on l'a vu, qui sont fermées actuellement avec un plan de continuité d'activité qui avance très lentement, c'est l'accès au juge judiciaire qui est réduit et les droits de la défense sont vraiment en danger. Et justement, pour parler de ces droits sexuels, mais aussi des droits humains qui sont en danger, je sais qu'il y a un post sur la page My Sex, My Rights qui a fait beaucoup de vues et beaucoup d'interactions. Mais avant de passer à ce post, Georgina, je te suggère de faire le tour de la présentation PowerPoint pour justement commenter sur tous les posts et y revenir à la fin sur notre post sur les droits sexuels et les droits humains en danger. Oui, avec plaisir. Donc là, ce que vous voyez sur la première page, c'est la page Instagram, c'est les premières images que vous voyez donc quand ça apparaît. Donc comme on disait au début, quelque chose de très visuel qui attire l'attention sur des sujets en particulier. Donc là, par exemple, on va voir qu'on avait pu discuter la question du périnée, la question de la censure du corps qui est pas toujours égale et équitable entre les hommes et les femmes. La question des sécrétions, d'abord féminines, puis masculines, il n'y a pas tous les posts là-dessus. Donc voilà, c'est une page où on aborde de tout et on relie la question aux droits humains et aux droits sexuels. Donc voilà, comme on fait le tour. Oui, on en avait parlé. Voilà, ça, c'est les posts qu'on a fait directement en lien avec cette période de confinement sur le dépistage, donc comme on a discuté plus tôt, le stérilet, encore une fois. Et où là, on a eu la chance de collaborer avec une artiste qui nous a laissé utiliser son visuel, donc c'était très chouette. Là, pareil, l'avortement. Donc, on voit d'un côté des témoignages et de l'autre côté des visuels. Donc là, le visuel du planning familial à chaque fois. Donc pareil, règles et contraventions comme on a discuté. Ce qui est bien avec cette page Instagram, c'est que c'est donc une page qui donne accès à des informations qui sont vérifiées, à un savoir qui est fiable, parce que c'est géré par la chaire UNESCO, donc on a la chance d'avoir tous les experts à disposition sur les questions, d'avoir un réseau très étendu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pages. C'est pas non plus une page qui est militante, donc c'est ce qu'on veut. C'est une page qui est fiable, où on peut trouver toutes les informations dont on a besoin et on peut être sûr et pas avoir peur qu'on nous vende soit un produit derrière, soit une opinion politique, soit quelque chose. Et donc voilà, donc là par exemple, pour revenir à ce qu'on disait sur la continuité des droits, ça c'est un post qu'on a fait pour la journée de la visibilité internationale des personnes trans. Et donc c'est un post qu'on a fait en partenariat avec l'Inter-LGBT. Et c'est vrai que cette période d'état d'urgence sanitaire remet en question un certain accès qui peut être déjà difficile pour des minorités. Donc là, dans ce post-là, on parlait du fait que le parcours, en fait, pour une personne trans, pour faire un changement d'état civil est déjà très, très compliqué en temps normal, très long. Donc maintenant, ça l'est d'autant plus et c'est dangereux. Du coup, c'est quelque chose qu'on devait aborder aussi sur cette page. Une dernière question, est-ce que tout le monde peut rejoindre la page Instagram My Sex, My Rights, même s'il n'a pas de compte?
Oui, oui, évidemment. C'est une page qui est libre d'accès et vous pouvez avoir accès aux informations même si vous n'avez pas de compte Instagram. Il y a du contenu qui est publié toutes les semaines sur plein de sujets différents. D'ailleurs, si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les envoyer et on peut essayer de faire des posts pour y répondre avec plaisir. Donc, non, c'est vraiment une plateforme qui est très, très accessible et, et non, il n'y a aucun problème. Bah, venez jeter un œil, hein, My Sex, My Rights. Et peut-être, Ingrid, auriez-vous des recommandations en cette période de confinement, mais aussi la période qui viendra, la période de déconfinement? Oui, alors dans la continuité de nos réflexions, il convient de s'interroger, de tous s'interroger sur ces entraves aux libertés qui sont les dommages collatéraux des mesures exceptionnelles qui sont mises en place pour lutter contre le virus, s'interroger pour savoir si eh bien, ces atteintes sont bien proportionnées et justifiées au but c'est vraiment la limitation de la propagation du virus, la protection de la santé des individus, mais il faut réfléchir si d'autres alternatives sont possibles avec moins d'entraves, avec le moins d'entraves possible aux libertés fondamentales. Et surtout, il faut que l'on soit tous vigilants que sous couvert de ce principe de précaution et de protection de la santé, eh bien que ces mesures exceptionnelles ne perdurent pas pour ensuite être intégrées dans notre législation de manière durable, parce que ce serait vraiment une atteinte aux droits sexuels et aux droits humains en général. Mhm. Alors, pour conclure, on dirait simplement que vos droits sexuels sont des droits humains qui doivent être reconnus et respectés, quelles que soient les circonstances. Mais aussi, nous espérons que cet échange vous a apporté conseils et informations. Et alors, il faut inviter tout le monde à ne pas hésiter à consulter des spécialistes dans le domaine ou à se rendre même à la page My Sex, My Rights pour en savoir plus sur leurs droits sexuels. Je vais simplement conclure par un remerciement à Ingrid, à Georgina, mais aussi à tous nos auditeurs et auditrices pour leurs questions, leur participation et leur interaction. Un grand merci à Philippe Le Gonidec à la technique et à Thierry Troussier et Joël Mignot pour l'idée et la conception des webinaires Intimus. Donc, c'était notre 18e session Intimus. Vous pouvez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. Et à tous ceux et celles qui aimeraient aller encore plus loin sur les thématiques abordées de ce matin, vous n'avez qu'à retrouver une bibliographie sur la chaîne YouTube, mais aussi à visiter My Sex, My Rights pour plus d'informations. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 11 heures sur la même plateforme Zoom et le Facebook Live. D'ici mercredi, je vous souhaite une très belle journée. Nous aborderons la question de l'identité, l'intimité et le confinement avec Thierry Troussier pour la prochaine fois. Donc, bonne journée Ingrid, bonne journée Georgina et très bon confinement. Merci, Merci Grace. beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.